pas de discours avant. Habituellement, elle nous demande de donner le discours avant. Et voilà, c'est toujours la même chose. On termine un petit peu à la dernière minute. La parole est à vous. Il y a des micros qui sont disponibles sur les côtés de la salle. Je vais bien poser une question. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions, si tu peux te présenter. Oui, bien entendu. Vous m'entendez là? Oui. Robert Florec, du Conseil consultatif de quartier de Brest-Centre. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs les élus. On y prend plaisir, monsieur le maire. Je dirais avec taquinerie, mais sérieux quand même. Peu importe le flacon, pourvu que nous ayons l'ivresse. Ivresse patrimoniale. Il y a 3 ans, statut de métropole. Hier, label ville d'art et d'histoire. Et demain, et là nous arrivons à ma question, peut-être port des énergies maritimes renouvelables. C'est une question importante, monsieur le maire, vous l'avez évoqué en préliminaire. 20 millions d'euros pour la ville de Brest, 15 pour le FEDER européen, 15 pour le département, 175 pour la région. 40 hectares plus 15. Ma question est la suivante. Il y a eu à peu près 3 semaines un comité interministériel de la mer avec la présence du Premier ministre. Aucun écho sur ce sujet. La concurrence est redoutable. Il y a Cherbourg qui devrait obtenir la construction, Saint-Nazaire et Le Havre. Petit clin d'œil malicieux. Donc, ma question est la suivante, toute simple. Peut-on espérer ou avez-vous eu quelques informations fortuites, indiscrétion peut-être, sur la possibilité d'obtenir l'assemblage de l'éolien flottant? Je noterai, et ce sera ma dernière remarque, avec quelques inquiétudes, sur la presse locale récemment, j'ai lu que 40% des effectifs de Naval Énergie, suite à l'échec de l'hydrolien, allaient être supprimés. Donc tout ceci peut nous laisser quelque peu perplexes, voire inquiets, compte tenu des travaux fortement avancés avec les bâtards d'eau qui vont permettre de construire le quai. Je vous remercie, monsieur le maire. Je peux prendre une autre question. Madame Martin, bonsoir toute l'équipe. Je vais parler des problèmes quotidiens concernant particulièrement le stationnement. Et effectivement, vous avez fait, monsieur le maire, le stationnement anarchique de la rue Siam, Moi, je voulais dire qu'il n'y a pas que la rue Siam. J'habite le quartier de Saint-Marc, et c'est vrai que c'est exactement le même problème. Mais c'est un constat. Moi, je voulais surtout voir quelles sont les causes. Parce qu'à l'heure actuelle, la population ne cesse d'augmenter, reste de la périphérie, la construction de même, les activités de même, tant mieux d'ailleurs. Mais le problème, c'est que l'accès à la ville et surtout le stationnement, quand il y a des travaux, boulevard Gambetta, boulevard Clémenceau, et je le sais un peu partout, tant mieux d'ailleurs, je suis très favorable à la rénovation, à l'amélioration des conditions de vie, mais quand même, le quotidien veut que tous les jours nous ayons des amendes. Pourquoi? Pas possibilité de se garer, moitié sur le trottoir, moitié sur la route. Je crois que les amendes vont augmenter à la rentrée prochaine. Quel cadeau de Noël? Ce sont les étrennes. Je voudrais savoir quand même jusqu'où vous irez, parce que je pense effectivement qu'il faut de l'ordre dans une ville, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand même, il y a des problèmes. Il y a une école qui s'appelle l'Armoricaine, école de foot, par exemple à Penny-Hélène. Bon, tant mieux que les jeunes y jouent, mais le long de la rue du Bot, c'est impossible. Tout le monde est sur les trottoirs. Moi, je promène mes petits-enfants de temps à autre. Eh bien, effectivement, je suis obligée d'aller sur la route. Bon, je prends un cas particulier, mais je pense que dans beaucoup de quartiers, c'est exactement la même chose. Monsieur le maire, je suis désolée, mais il y a problème. Merci. Allez, une troisième question. Là-bas au fond, Michel. Bonsoir, Michel Joanny. Je voulais juste prolonger un tout petit peu la question de Robert.
accessoirement, on a vu aussi dans la presse récemment, à propos de la déconstruction des vieux navires, où est-ce qu'on en est? Voilà. Et on va faire des réponses à plusieurs voix. Sur la première et la troisième, parce qu'elles sont un peu liées, elles concernent les dossiers portuaires. Concernant les travaux en cours, donc lourds travaux sur le port, le port de commerce, je les ai évoqués, l'extension du polder, plus une amélioration de l'accessibilité, notamment pour les porte-conteneurs, donc 220 millions d'euros de travaux, c'est pas rien, financé dans les conditions que vous avez indiquées. Ces travaux sont indispensables pour améliorer l'attractivité du port de Brest. Si nous ne procédons pas à l'extension du polder, les énergies marines iront ailleurs. Enfin, le développement ira ailleurs. Voilà, donc après, je l'avoue, je faisais référence à la presse locale de ce matin qui en parle. Je suis un peu dubitatif sur la réelle volonté de l'État d'avancer sur ce sujet. Je l'ai dit à Nicolas Hulot quand il est venu à Brest, dans le cadre du CIMER, je l'ai vu après le CIMER, je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous êtes le Xème ministre, donc il y a eu quelques changements de gouvernement depuis 10 ans, vous êtes le Xème ministre qui vient parler de la grande volonté politique de développer les énergies marines renouvelables. Mais tant qu'il n'y a pas de projet bien défini, avec des financements à la clé, portés par l'État, bien entendu, je crois que les industriels iront à reculons. Et c'est vrai pour Brest, je pense que c'est vrai aussi pour Saint-Nazaire ou Le Havre ou Cherbourg. Alors j'ai vu qu'à Cherbourg, il y avait des choses plus avancées, mais au-delà du cas de Brest, je pense qu'il faut une forte volonté politique nationale de développer les énergies marines. Ce sont en plus des engagements à la fois internationaux et européens que la France a pris de diversifier ses sources d'énergie. Voilà, donc il faut... alors la région Bretagne, qui est propriétaire, entre guillemets, du port de Brest, c'est un port régional, un port d'intérêt régional, a des contacts, travaille, je ne vais pas trahir des secrets, mais les industriels ne s'impliqueront que s'ils sont sûrs d'avoir des débouchés. C'est indispensable. Alors peut-être que Michel Bourdet va pouvoir continuer à développer la situation. Concernant les énergies marines renouvelables, contrairement à ce que j'ai entendu depuis 15 ans, la ville de Brest n'a jamais été hostile au développement des énergies marines, au développement, pardon, de la déconstruction, excusez-moi. La déconstruction des vieux navires, il y en a eu, il y en aura encore. Il faut simplement que ça se fasse dans le respect de l'existant, et l'existant, c'est le chantier d'Amen, qui est implanté à Brest, qui a repris la Soprina dans les conditions que vous savez, et avec une concurrence internationale qui est extrêmement vive. Je pense qu'on peut faire coïncider les deux activités, qui ne sont pas du tout complémentaires, qui n'ont rien à voir, même, je dirais, mais qui nécessitent des installations portuaires. Sur les navires militaires, moi, je pense qu'on peut très bien imaginer que la déconstruction se fasse, par exemple, j'évoquais tout à l'heure le dossier de Fort Pafel, ça a d'ailleurs été en partie le cas, pourquoi ne pas imaginer que ça puisse se faire dans les bassins du Salou? Il y a un bassin qui existe, qui est utilisable, pourquoi ne pas imaginer? Voilà, donc je n'ai rien contre ces chantiers. Il y a une concurrence qui est assez forte avec des ports qui ont perdu toute activité de construction ou de réparation navale. Je pense à Bassins, près de Bordeaux, qui était totalement déserté. Donc il n'y a pas cette concurrence que nous, on peut avoir entre les activités de déconstruction et les activités de réparation ou de construction navale. Michel, tu peut-être... Oui, merci. Oui, peut-être quelques compléments par rapport à votre question sur les énergies marines renouvelables. D'ailleurs, quand le CIMER s'est passé à Brest, c'était en préparation des assises nationales de l'économie de la mer qui se tenaient au Havre quelques jours après. Et cette question des EMR a été centrale pendant les deux jours des assises, puisque les industriels français sont mis en situation délicate d'attente
par rapport aux engagements des programmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de Naval Énergie, hein, donc, qui travaille dans le domaine des hydroliennes, avec en particulier une filiale en Irlande qui s'appelle Open Hydro. C'est celle-ci qui rencontre hein, des difficultés, où Naval Group en fait prend acte de la position d'attente des donneurs d'ordre, du donneur d'ordre qu'est l'État, puisque la fabrication d'énergie, c'est une activité régalienne, hein, puisque derrière, c'est à quel prix ça va être vendu. Donc, c'est un modèle économique qu'il faut conforter. Mais on voit bien que Brest, pour le polder à Brest, que Sabella, qui est également un fabricant d'hydroliennes, a là toute sa place. Et puis c'est une des activités qui doit venir là, si tant est, comme le dit son président, que son carnet de commandes puisse être garni par des commandes en temps utile déclenchées par l'État. Deuxième aspect sur lequel on se positionnera, très certainement quand je dis on, la place brestoise, c'est l'éolien flottant, où là, les installations qui vont être fournies sont de dimensions, des gabarits largement utiles, largement adaptés. Il n'y a pas d'ailleurs pas beaucoup en France hein, de choix, de possibilités aussi belles que celles qu'il y a à Brest. Et la troisième activité qu'il y aura, c'est la fabrication des fondations pour l'éolien offshore posé, là en revanche, qu'il y aura dans les côtes d'Armor, on l'espère prochainement, au bout de 10 ans de procédure pour que ceux qui portaient ce projet y arrivent. Donc le temps long qu'il y a là est un temps qui n'est pas celui de l'industrie et qui provient, vous savez aussi bien qu'on voit, des autorisations, des recours divers et variés qui viennent compliquer tout ça. Peut-être un dernier mot hein, sur le polder, sur cette opération majeure, hein, de toute façon qui sera un actif industriel après pour l'éternité, hein, une fois qu'il sera réalisé, et au-delà d'ailleurs des seuls EMR, c'est que sa deuxième utilité, c'est, comme le disait François Guyand, c'est de renforcer la compétitivité du port de commerce en draguant et en faisant en sorte que des navires plus importants puissent venir au port de Brest. Donc là, c'est un investissement d'avenir pour l'activité de port de commerce. Et quand on parlait de bassins pour la déconstruction de navires, pour relativiser, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une opposition réelle qu'il y a entre la réparation navale et la déconstruction. La réparation navale à Brest, c'est 700-800 emplois hein, avec les sous-traitants. Et je lisais dans Le Marin de cette semaine que le Colbert qui rentre dans cette forme de radoub à Bassins pour être démoli, sa démolition, ce sera l'équivalent de 20 emplois. Donc, ça permet de mesurer peut-être pourquoi nous sommes prudents pour ne pas nuire à l'activité principale qu'est la réparation navale. Merci. Alors, deuxième question sur le stationnement. Alain Masson doit être par là, spécialiste du stationnement. Juste peut-être quand on va laisser la parole à Alain, que je ne vois pas, qui est tout en haut, il se cache, donc il va descendre. La question que vous posez pose d'abord, à mes yeux, une question de citoyenneté, de comportement citoyen. Et on ne mettra jamais un policier derrière chaque citoyen. Je faisais circuler l'autre jour une photo que j'ai d'ailleurs toujours sur mon téléphone portable, je pourrais vous la montrer tout à l'heure, prise il y a 3 semaines, un dimanche, en allant au marché de Saint-Louis, où une voiture stationnée rue de Siam, ce qui est totalement interdit, empêchait le tram de passer, parce que la voiture débordait sur les rails, et donc pendant 1h30, le transport en commun, non pas 3 quarts d'heure, le transport en commun, parce que Faiza et moi on a été au commissariat rue Colbert pour demander de l'évacuer, mais pendant 3 quarts d'heure, tout le réseau de tram était arrêté, parce qu'une personne s'était mal garée, et on est dimanche, quand vous ne viennent pas me dire que le dimanche, le stationnement est trop cher, parce qu'il est gratuit. Simplement, certaines personnes, si elles pouvaient rentrer dans les commerces avec leur voiture, elles le feraient de manière volontaire. C'est un problème d'ailleurs que les agents de quartier connaissent bien, aux abords des écoles par exemple, où les choses sont totalement anarchiques, parce que, y compris des parents d'élèves, se comportent de manière pas normale. Alors la question qui est posée,
c'est la dépénalisation du stationnement payant. Et Alain Masson connaît ça par cœur, donc je vais lui passer la parole. Bonsoir. C'est tranquille au fond. Les règles de stationnement au 1er janvier changent complètement en France. Auparavant, on avait une règle nationale, c'est-à-dire qu'une amende à Toulouse, une amende à Brest ou une amende à Strasbourg, c'était 17 €. Et ça change. Donc à partir du 1er janvier, chaque collectivité peut fixer elle-même le niveau du forfait de post-stationnement, le FPS pour les intimes. Et donc ce forfait, pour Brest, va passer de 17 à 25 €. La raison, enfin, pourquoi d'abord, il faut appliquer la loi, donc on applique la loi, mais on profite de l'occasion où on devient un peu maître de nos règles dans les collectivités, en particulier les grandes villes, pour changer complètement notre stratégie. Bon, bien sûr, il y aura toujours le stationnement payant, donc avec la surveillance du stationnement payant, mais ce qu'on a, en augmentant le forfait, on permet aussi d'avoir une stratégie en dehors du stationnement payant, et en particulier sur le stationnement illicite. Ce qui était un peu indiqué par Madame Martin tout à l'heure. Vous constatez comme nous que dans bien des endroits, il est difficile de circuler sur les trottoirs. La tendance, en plus, c'est plutôt de faire des trottoirs de plus en plus larges. On a un exemple à côté où on a fait de beaux trottoirs sur la rue du Carpon. On a été obligé de mettre des plots parce qu'il n'y avait plus de place pour les piétons. Et donc, les voitures squattaient complètement les trottoirs. Donc, on est là, enfin, il y a tout un travail, bon, ça va être long, de persuasion, de sensibilisation pour que les gens utilisent les espaces prévus pour chacun, c'est-à-dire les trottoirs plutôt pour les piétons et puis les cycles éventuellement, et puis la chaussée et les places de parking pour les voitures. Donc on est dans cette logique, donc à partir du 1er janvier, on va travailler d'abord sur l'information, sur la sensibilisation, et puis au fur et à mesure, on espère que les gens comprendront la démarche et prendront leurs dispositions pour stationner dans les endroits appropriés. C'est vrai qu'il n'y a pas que le centre-ville, j'entends bien, je sais aussi qu'un certain nombre de quartiers, c'était aussi la problématique, mais on va aborder les choses au fur et à mesure, et on ira au fur et à mesure vers les quartiers pour aussi amener un peu de rigueur et d'usage partagé de l'espace public. Alors, Alain Masson a évoqué 25 €, il aurait pu faire des comparaisons dans d'autres grandes villes de France. Alors, par rapport aux villes comparables, on est dans la moyenne basse, c'est surprenant, c'est comme ça. L'essentiel est plutôt autour de 30-35 € pour les communes, enfin les collectivités, et bon, il y a des grandes villes qui vont jusqu'à 50 et 60 € pour donc remplacer le 17 € d'amende. Et bon, je ne pense pas que ça soit nécessaire pour Brest d'aller dans ces extrémités. L'objectif, c'est de faire en sorte que les uns et les autres utilisent l'espace public de façon normale, et que donc on met beaucoup d'espoir quand même dans la sensibilisation et dans le civisme des uns et des autres. Alors, sur ce sujet-là, hein, on aurait pu faire parler n'importe lequel ou laquelle des élus de quartier qui sont là. Je peux vous garantir qu'on est tous complètement mobilisés sur ces histoires-là et que ça pollue la vie des habitants et ça met en tension toute la vie des quartiers. Et donc, on est, nous, les unes et les autres, toujours en première ligne sur ces questions de stationnement qu'on espère... on espère voir les choses s'améliorer. On va prendre une autre série de questions. Y a-t-il d'autres? Oui, une question ici. Oui, bonjour, je m'appelle Trodec. Je voudrais faire part d'une observation cet été, parce que je suis resté à Brest, j'ai travaillé tout l'été, et j'ai trouvé ça particulièrement triste en fait cet été à Brest.
Et il y avait avec l'attrait des Capucins, le téléphérique, on sentait qu'il y avait pas mal de touristes. Et puis en même temps, il y avait pas de bannière, pas de fanion, pas de pavillon. C'était, on sentait une morosité. C'était pas l'été. Et je voyais le pont de recouvrant. J'avais fait une remarque à l'adjoint au maire qui est présent ici. Et je trouve qu'il se dégrade beaucoup. Là, la structure métallique blanche est dégueulasse. Elle est toute verte. Et je pense qu'il est important de mettre vraiment le point sur l'attrait de cette zone-là, quoi. Entre le port de Plaisance, enfin le port de commerce, le quartier Batiam et Recouvrance, parce que c'est là que font les touristes. Et autre remarque aussi, c'est que les touristes viennent beaucoup le jeudi pour les jeudis du port, et la Brissade du Carnot est fermée le jeudi et ouvert le mercredi, et donc les gens arrivent et trouvent porte-cloche, parce qu'en général les touristes arrivent vers 16h, ils se promènent en ville, et puis ils voient ça, et c'est dommage, quoi. Voilà. Ok, oui. Oui, bonsoir. Félicitations pour le label Ville d'Art et d'Histoire, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait à Brest. Et puis, franchement, on dit que souvent Brest n'a plus de passé, mais je crois que là, ça va être l'occasion justement de faire des mises en valeur de notre patrimoine et de notre histoire. C'est l'époque des lettres au Père Noël. On va avoir le cadeau de l'empereur. Est-ce que dans la continuité, il y aurait de votre part, et je pense que ça correspondrait aussi à une attente des Brestois, une demande de faire restituer à Brest le plan relief? Et d'autre part, quand je visite la Tour Tanguy, je constate qu'il y a des supports qui sont quand même un peu périmés, et puis ils mériteraient un petit coup de jeune. Voilà, donc est-ce qu'on peut prévoir ça aussi? Ok, merci. Et troisième question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus. J'aurais une petite question, je commence par une remarque. Vous avez parlé du bio à la cantine. C'est une initiative qui me plaît beaucoup, et en tant que mère de famille, je suis très contente et très favorable. J'espère que ça se poursuivra. Et c'est pour ça que je m'inquiète un peu, et je m'étonne aussi beaucoup qu'un projet d'urbanisation vienne mettre en danger la ferme dont mes enfants mangent les œufs, justement. J'ai l'impression d'une forme d'incohérence, et j'aurais aimé savoir quelle était la nécessité actuelle de mettre cette ferme en danger, puisque le bio est, vous l'avez rappelé, une volonté forte, une politique forte, à laquelle je crois que nous sommes tous attachés ici. Je vous remercie. Ok. Sur la question de l'animation de l'été, peut-être que Reza a des choses à nous dire sur la Brissade du Carnot. T'as un micro là devant. Bonsoir. Par rapport à la Brissade du Carnot, je pense que quelqu'un dans la salle pourra m'aider si jamais ma mémoire n'est pas bonne. C'est que l'abri est ouvert tous les après-midi. La question principale concernant les visites qui sont organisées, l'abri sera ouvert tous les après-midi de cette année, l'année 2018. Le seul problème, c'est que la capacité de visiteurs dans cet abri n'est pas illimitée. Or, cet été, nous avons rencontré plusieurs problèmes de cet ordre-là, c'est-à-dire les gens entrent et on ne sait pas à quel moment ils sortent. Et tant que l'abri n'est pas totalement vide de ses premiers visiteurs, on ne peut pas faire entrer d'autres personnes. Donc, il y avait une réunion récemment à la mairie de Brest pour essayer de revoir les plages. Donc, les samedis de mémoire, le matin et l'après-midi, l'abri sera ouvert donc, cette année. Et puis, nous allons essayer de moderniser un petit peu, puisque nous allons mettre des applications en route sur les smartphones dorénavant qui pourront, en différentes langues, expliquer l'histoire de l'abri et donc la scénographie qui est déjà présente depuis un peu plus de 3 ans. Et nous allons essayer d'imprimer un peu plus de cahiers explicatifs sur l'abri qu'on laissera dorénavant donc, à toutes les visiteuses et les visiteurs qui viendront
voir notre patrimoine. Mais effectivement, vu la conjoncture, je dirais, vu l'histoire de cet abri, on ne peut pas accueillir plus de monde à chaque fois. On espère pouvoir trouver des solutions, notamment avec des étudiants, dès cet été 2018, afin que les visites soient un peu plus fluides. Merci. Concernant les animations d'été, le directeur de la SPL des Capucins est par là, il est là, je le vois. Il a donc entendu la nécessité d'améliorer l'attractivité en été, donc c'est enregistré. Sur le point de recouvrance, je ne sais pas depuis combien d'années vous vivez à Brest, mais il faut se souvenir quel était l'état du pont de recouvrance avant le passage du train. Non, c'est pas ça, c'est qu'il verdit avec... Oui, non, mais attendez. Non, mais j'ai compris. Mais quand même, replacer l'attractivité du pont de recouvrance avant et maintenant. Les plus anciens se souviennent de ce qu'était le pont avant la rénovation due aux travaux du tramway. Alors, c'est sûr qu'à Brest, il y a un peu d'humidité. Moi, quand je suis à mon bureau à la mairie, je vois tous les jours le quartz. On a beau faire des ravalements réguliers, eh bien, ça revient. C'est un peu déplaisant souvent. Le directeur de Brestam est là, je le vois, il a noté. Mais bon, c'est ainsi, donc ouais, effectivement, il y a un peu de traces de rouille l'hiver, il faut, je crois, améliorer, mais quand même, l'attractivité du pont a quand même été très largement améliorée. Sur le plan relief, il ne faut pas rêver, hein, malheureusement. Il est venu, alors c'est pas à Brest, hein, c'était à la ville d'Aoulas, ça fait quelques années. Bon, il est reparti. Je pense que c'est un combat long et difficile avec l'État. Régulièrement, on refait la demande, mais je n'ai pas de réponse positive à apporter là-dessus. Sur le parcours d'interprétation, peut-être. Oui, je pense que Gaël pourra compléter. Donc, dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, il y a un énorme travail qui a été fait sur la mise en valeur du patrimoine. Donc, vous pointez qu'on a encore du travail à faire, c'est normal. On est à une étape importante du parcours, puisqu'on a quand même obtenu ce label, et je peux vous dire qu'on était assez satisfait hier quand même. Mais il y a encore beaucoup de travail, donc on est en train de travailler sur ce qu'on a appelé le parcours d'interprétation balcon sur la Pinfeld, qui viendra justement animer toute cette promenade. Gaël pourra compléter. Et on a aussi une réflexion sur la tour Tanguy, où aujourd'hui, c'était Catherine qui posait la question, on est bien aussi conscient qu'il y a besoin de faire entrer la tour Tanguy dans le 21e siècle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question sur les dioramas de Jim Semelec, qui est un artiste brestois d'ailleurs. Je crois notre souhait aussi, c'est de le mettre mieux en valeur ces prochaines années à l'échelle de la ville de Brest, parce qu'il a beaucoup rayonné et ça fait partie aussi du coup de toute la démarche autour de l'art et de la culture. Concernant le label, effectivement, je l'ai dit depuis le début, une fois que nous l'avons obtenu, eh bien tout commence ou tout recommence, puisque nous passons à une nouvelle étape. C'est ce qui va nous occuper dans les temps à venir. Alors on va d'abord le fêter avec toute la population brestoise, parce que je crois que si on l'a obtenu, c'est aussi la reconnaissance de tout cet engagement citoyen des habitants et des habitantes sur la ville. Donc il y aura de prochaines dates. Et puis effectivement, concernant la tour Tanguy, concernant l'ensemble du parcours là, sur ce territoire, entre le musée et les Capucins finalement, c'est peut-être une des étapes prioritaires, puisque ce qui nous est demandé dans le cadre du label, c'est la constitution d'un fameux SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et la proposition que nous avons faite, c'est d'avoir un SIAP éclaté entre plusieurs sites, dont le musée et dont la tour Tanguy. Donc ça veut dire que dans les temps à venir, évidemment, nous allons réfléchir et nous y réfléchissons déjà, à une forme d'évolution. Et puis le secteur de
les Capucins feront aussi partie. Il y a déjà des éléments d'interprétation ici même, juste à côté. Donc voilà, ça c'est un des premiers chantiers dans le cadre de l'obtention de ce label. Alors, concernant la troisième question, l'avenir de la ferme de Traungen, moi je voudrais d'abord replacer plus globalement la question. La question, c'est pas uniquement l'avenir d'une ferme bio sur le territoire de l'agglomération brestoise, c'est la question des terres agricoles, bio ou pas bio, et puis des espaces naturels sur notre agglomération. Il faut avoir une vision globale de la question. D'ailleurs, nous sommes en train de réviser le schéma de cohérence territoriale sur l'ensemble du Pays de l'Ouest. C'est une question qui est centrale. Comment on arrive à assurer l'équilibre entre la nécessité du développement de notre agglomération, tant sur le logement que sur le développement économique, que la préservation des espaces naturels et agricoles, au-delà du bio. Après, sur la question plus précise de la ferme en question. Première remarque, moi j'ai toujours refusé la polémique sur le sujet, et vous avez pu constater que je me suis rarement exprimé en public. J'ai reçu les propriétaires de la ferme au mois d'avril. On a échangé de manière courtoise, normale, citoyenne. Il faut trouver un terrain d'entente qui, à la fois, préserve l'existence de la ferme, parce que personne n'a intérêt à la voir disparaître, et deuxièmement, qui préserve aussi la nécessité pour l'agglomération brestoise d'assurer son développement. J'ai évoqué dans le propos introductif les 1300 logements que nous devons assurer tous les ans pour maintenir notre population, pour maintenir simplement la population brestoise, et pour éviter que la population vienne travailler à Brest, mais habite en 3e ou 4e couronne. Et puis, comment on assure aussi le développement économique. On va pas tout mettre sur le polder, chacun le comprendra. Et étant entendu que pour nous, la mer est une richesse, mais quand les agglomérations travaillent à 360 degrés pour assurer leur développement, nous, on travaille à 180 degrés. Parce que la mer, c'est aussi ça. Alors, comment fait-on? D'abord, un rappel historique. Et Jean-Pierre Caroff, ancien vice-président chargé de l'urbanisme, le rappelait l'autre jour dans une réunion publique, je crois que c'est à Bellevue. Vous revenez 15 ans en arrière, la ferme, là où est le siège de l'exploitation, était en zone à urbaniser. De manière volontaire, on a déclassé le PLU, et aujourd'hui, c'est en zone agricole. C'est en zone agricole. C'était une volonté de la collectivité de le faire. Normal. On n'a pas demandé d'applaudissements, c'était à nos yeux tout à fait normal. Après il y a la ferme exploite sur des terres qui sont en partie propriété de l'agglomération brestoise, c'est produit d'histoire, et on a acheté ce foncier pour assurer notre développement économique, notre développement urbanistique. Moi, je ne peux pas me satisfaire de voir la ville de Brest perdre de ses habitants, qui vont aller habiter, alors je n'ai rien contre Kersaint-Plabennec ou Poudalmézo, et de voir nos entreprises partir dans d'autres communes. Récemment, j'ai été à l'inauguration d'une entreprise qui s'appelle Paysage d'Iroise, elle était à Plouzané, elle est partie à Mélisac. J'ai beaucoup de respect pour Mélisac. Et donc, il y a une question d'équilibre à trouver dans tout ça. Moi, je pense qu'il faut travailler rapidement maintenant sur ce qu'on appelle les terres de compensation. On y est au travail, mais je ne vais pas dévoiler parce qu'on est sur de l'actuel, donc je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration. Mais je pense qu'il faut travailler là-dessus pour que, je le répète, on trouve cet équilibre qui permette à la fois à la ferme de continuer son activité dans des conditions normales, mais aussi à l'agglomération de continuer à se développer. J'ai entendu, moi encore une fois, j'ai jamais voulu polémiquer, j'ai entendu parler d'expropriation, il n'y a pas d'expropriation. Brest Métropole est propriétaire des terres depuis, ou BMA, depuis un certain nombre d'années. Donc voilà comment on trouve un terrain d'entente.
que, après, donc on parle d'urbanisation, hein, il y a plusieurs sujets d'urbanisation. Je pense que Sylvie peut aussi présenter la façon dont l'urbanisation se passe aussi sur le quartier de Lambezzec. Il est ouvert normalement. Oui, bonsoir, Sylvie Gestin, adjointe au maire sur le secteur de Lambé. Lambezzec, un grand quartier de la ville de Brest qui a une réserve foncière relativement importante et qui permet la construction de projets immobiliers sur le territoire. Alors comment on pratique? On travaille avec les services d'urbanisme de Brest Métropole et on présente les projets, les nouveaux projets aux habitants. Donc on travaille avec Thierry Ferré. On présente ces projets aux habitants dès lors que le projet est au-delà de 20 logements. Ce qui permet d'informer les riverains des projets à venir, que ce soit des pavillonnaires ou collectifs. Néanmoins, ça permet aux habitants de poser toutes les questions sur les abords du nouveau lotissement, la voirie, la circulation, l'accessibilité, enfin toutes les questions qu'on peut avoir. Mais ça permet aussi aux habitants de recourir si le projet ne leur convient pas. Et on constate aujourd'hui quand même une grande difficulté à monter des projets parce qu'il y a des recours qui viennent contrarier ces projets. Donc, des fois, les améliorent, mais voilà. Je pense en particulier à, par exemple, la clinique de l'Enrose, qui est un projet qui date depuis, sur l'implantation d'une résidence senior, qui date depuis plus de 7 ans et qui aujourd'hui est à l'abandon sur notre quartier de Lambezzec et qui est l'objet d'incivilité. Donc vous voyez toute la complexité autour d'un projet d'urbanisme qui amène aussi des problèmes complexes aux habitants et aux riverains. Ok, peut-être que du coup, avant de reprendre une série de questions, on peut continuer sur les questions de participation, parce que Sylvie a abordé le sujet, et le travail qui est fait autour du renouvellement urbain, dans le cadre de notre travail partenarial, François l'a évoqué, avec les services de l'État. Voilà, sur tout ce qui concerne la participation, François l'a évoqué déjà plusieurs fois dans son discours, puisqu'il a parlé du renouvellement urbain, il a parlé du renouvellement des CCQ, dont je salue certains dans la salle qui sont là présents, et puis aussi tout ce qui développe autour du numérique. Donc je crois que c'est au niveau de tout ce qui est participation des habitants, je crois qu'au niveau de la ville de Brest, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. On fait régulièrement des réunions publiques, des visites de quartier, etc. On a donc effectivement eu dernièrement le renouvellement du CCQ, c'est une nouvelle façon d'aborder la participation, puisqu'on y trouve différents registres. Je ne vais pas les reprendre tous les quatre, mais simplement signaler que les CCQ souvent sont très investis dans leur quartier, en tous les cas, autour de projets d'espace public, mais aussi d'animation, et sur des projets d'initiative. Et je crois que c'est ça qui est intéressant pour nous. Cela dit, ils sont aussi sur beaucoup de projets de la collectivité où ils ont leur place au même titre que les habitants. Voilà, donc pour revenir simplement, donc, effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure François, on est quand même au niveau de la ville de Brest sur 2 démarches de renouvellement urbain importantes, puisqu'il y en a une qui se concerne le quartier de recouvrance, qui est un quartier qui a été retenu au niveau régional, et Bellevue, qui est un quartier qui a été retenu au niveau national. Donc c'est des quartiers, il faut savoir d'abord que c'est par rapport à un critère bien précis que ces quartiers ont été retenus, c'est uniquement par rapport à la modicité du revenu de ses habitants. Je crois que partant de là, donc sur nos 2 quartiers, on est en train de travailler. Donc, dans cette façon de travailler, il y a obligation d'associer, de travailler avec les habitants. Donc, dans nos 2 quartiers, nous sommes depuis plusieurs mois maintenant engagés sur ce qu'on appelle des ateliers qui regroupent un certain nombre de personnes. On est pour l'instant dans la période où on est plutôt sur dire en gros j'aime pas dans mon quartier sur tel ou tel thème, le commerce, l'habitat, l'espace public, etc. Et bientôt, on devrait passer dans une phase constructive à partir des projets présentés
par la maîtrise d'œuvre. Donc voilà d'où on en est. Donc on travaille avec tout le monde, bien sûr avec les habitants, mais aussi avec les associations, avec les étudiants. Géoarchie, j'ai vu quelqu'un de Géoarchie tout à l'heure ici, a aussi beaucoup travaillé avec nous. On travaille aussi avec les écoles, puisque les enfants ont pu travailler sur l'architecture à partir de l'école telle qu'elle était auparavant, l'école telle qu'elle est maintenant, et l'école telle qu'ils la voient dans l'avenir. Donc je crois qu'on essaye autour de ces projets de mobiliser un maximum d'habitants. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse en dire beaucoup. Enfin, moi, je peux dire de Bellevue qu'on est à plus de 400 participants, excusez-moi, sur ces réunions. Je crois qu'il y a un Provence qui en a pas mal aussi. Je crois que dans l'ensemble, les habitants qui participent à ces réunions sont plutôt contents. Hein. Tout se passe dans une ambiance sereine et apaisée. Et je crois que c'est aussi, si ça se passe comme ça, je crois que c'est parce que les habitants ont pris l'habitude de travailler sur des projets avec la collectivité. Je crois que c'est ce partenariat qui existe, qui permet d'avancer dans de bonnes conditions. Et après, on peut toujours améliorer les choses. Mais quand même, je voulais faire remarquer un petit point. C'est celui qui travaille avec nous au niveau de l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui dit qu'effectivement, à Brest, par rapport à d'autres lieux où il a travaillé en France, il y a beaucoup de participation. Donc le but, c'est quand même de construire, reconstruire 2 quartiers. Et je crois qu'on a besoin de le faire avec les habitants si on veut que ce soit une réussite. Ok, alors on va reprendre une série de questions. Donc j'ai repéré Nathalie là, c'est bon. Et alors la caméra qui est là, c'est une caméra qui dit, qui diffuse sur Facebook. Et donc on a aussi quelques questions via Facebook qu'on prendra dans la foulée. Allez-y, Jules. Oui, bonsoir, je suis Hugo Canesson et peut-être que beaucoup de gens dans la salle ignorent que la ville de Brest possède un patrimoine, un trésor exceptionnel, un patrimoine mondial qui s'appelle l'Étoile de mer. Donc j'en profite, monsieur le maire, pour vous poser la question. Bravo pour ce label, évidemment. L'Étoile de mer, qu'est-ce qu'on en fait? Depuis 1992, on les sort tous les 4 ans. Remarquez, ça les aère, hein, c'est sûr. Mais j'estime et j'imagine en tout cas qu'un jour ou l'autre, on en fera vraiment quelque chose. Fortuné Pellicano, qui est dans la salle ici, je m'en souviens, a reçu la Toile de mer de l'Hermione. Magnifique œuvre d'art, d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'œuvres d'art. Donc voilà, ma question est posée. On va encore attendre 25 ans, monsieur le maire, ou on fait quelque chose demain? Et au-dessus, du coup... Ici aussi. Jess, bonsoir. Monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure une réflexion en cours sur une 2e ligne de TCSP. Dans le même temps, j'ai entendu dire que vous testiez sur l'agglomération un bus électrique, en particulier sur une commune qui m'est très proche. Est-ce que votre réflexion est arrêtée et quel mode de TCSP vous envisagez? Sur quel itinéraire? Avec quel financement et à quelle échéance? Et alors, une dernière question. Bonjour tout le monde, donc, je suis Nathalie. En fait, je suis contente et très fière d'entendre qu'en effet, on a le label Ville d'art et d'histoire, qu'en effet, il y a beaucoup de participation sur Brest. En tant que membre de CCQ et sur d'autres initiatives, j'ai l'impression aussi d'essayer d'y contribuer parce que j'aime ma ville. Et je regrette, par contre, je suis triste tout à l'heure d'avoir entendu encore ce mot d'expropriation, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est de pouvoir discuter de ce qui est le mieux. Je regrette que ça vienne, alors que justement, vous l'avez bien dit, vous avez permis pour la ferme des choses positives. Vous avez aussi dit, concernant la déconstruction navale, vous avez parlé de respect de l'existant, de pourquoi ne pas imaginer. Moi, je lis des choses sur Ville, label d'art et d'histoire qui permettrait à du tourisme, on parlait de l'été aussi, comment dirais-je, de générer 15 à 30% de visiteurs supplémentaires. Il y a aussi tout ça, le logement pérenne ou non, il y a l'attractivité économique, commerciale, etc. ou pas. Tout est lié en effet. Et je pense que c'est important, parce qu'on parle en effet de terres agricoles, ça j'ai apprécié que vous le disiez, qu'elles soient bio ou non. Je trouve ça dommage qu'on réduise cela à de l'expropriation ou pas, ça n'a jamais été la question à mon sens en tout cas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas clair. Désolée. Mais je trouve qu'en effet tout est lié et que là sur cette question-là tout à l'heure, puisqu'il y a eu une suite en effet donnée sur la participation, la concertation, la valeur qu'accordent les Brestois en général à participer, et si c'est soulevé par l'angle tant mieux,
Je pense que c'est important d'être à l'écoute des attentes et des questions. C'est plus des questions qu'autre chose. Et pas des réponses sur un débat qui n'est pas le débat. C'est pas clair. Sincèrement, on va voir. Ouais. J'étais content. Non, mais on va pas expliquer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est justement pas ça. J'ai simplement dit que j'avais lu et entendu le mot expropriation. Il n'y a pas d'expropriation. Ouais, là, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Non, mais si je l'ai dit, c'est que je l'ai lu et entendu, c'est tout. C'est pas dans ma bouche. Voilà, donc je remets juridiquement les choses au clair. Il n'y a pas d'expropriation, puisque pour des raisons diverses, la collectivité est propriétaire. Là comme ailleurs, d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que là où nous sommes propriétaires. Michel Gourtet pourrait parler de l'Orient. Nous sommes propriétaires depuis 40 ans. 40 ans de terres qui, pour l'instant, sont à usage agricole. Certaines, d'ailleurs, ont été rétrocédées il y a quelques années. Mais le développement économique se fera là, à l'avenir. On a besoin de ce foncier économique pour continuer à ce que Brest puisse créer de l'emploi. C'est peut-être là ma question aussi qui n'est pas claire, c'est en quoi c'est absolument indispensable, en fait, peut-être la question. Comment on fait, est-ce que c'est pas possible d'imaginer autrement J'ai répondu à cette question, on est en train de travailler pour imaginer autrement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oui, sur l'étoile de mer. C'est vrai, hein, ça fait longtemps qu'on en a parlé régulièrement. Il y a un patrimoine important. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de... Voilà, enfin, on le sait. La question, je réponds? Ouais, tu veux bien. La question, c'est pas celle de... Enfin, avec le label Villard et d'Histoire, je l'ai dit, on ne répond pas à tout. Et donc, il y a des chantiers qui s'ouvrent, il y a des possibles dans tous les cas. Sur la question d'étoiles de mer, l'enjeu, c'est l'espace et le lieu. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cette heure sur un lieu qui puisse accueillir ce patrimoine. Et voilà, donc on peut continuer à y réfléchir, à travailler dans le nouveau contexte. Mais moi, à cette heure, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas faire en l'état. Donc, à regarder. Oui, c'est une question de Pagès. Alain Masson est-il toujours là? Il est là. Non, j'ai abordé le sujet tout à l'heure. Moi, j'ai toujours pensé que la première ligne en appelle une deuxième. Et d'ailleurs, le projet initial, celui de 89, qui a malheureusement été annulé suite au référendum que vous connaissez, prévoyait deux lignes de tramway. Ça a un effet, non pas additionnel, mais multiplicateur, le fait qu'il y ait deux lignes. Voilà, donc Brest Métropole est en train de travailler, et moi j'ai souhaité que ce travail de réflexion se fasse sans tabou, et sur les modalités. Est-ce que c'est du tramway classique? Est-ce que c'est du bus intelligent, je ne sais pas comment on appelle ça, à haut niveau de service, etc. Sur quelle ligne? Il y a deux lignes qui sont envisagées, étudiées. C'est de la gare. Alors, il ne vous a pas échappé que lorsque vous êtes place de la Liberté, il y a déjà un embranchement qui est fait pour les piétons. Pas pour les piétons, ils le voient. De la gare SNCF jusque soit le CHU, l'hôpital de la Cavale Blanche, soit, deuxième hypothèse, mais ça peut être cumulatif, vers l'Ambézélec. Voilà, on peut aussi imaginer prolonger les lignes existantes. Voilà, donc il y a plein d'hypothèses, avec quand même, et Yves Pagès l'a évoqué, la question du financement. Sur la première ligne, je parle à la louche, un peu plus de 350 millions d'euros, nous avions 100 millions d'euros de subventions, là c'est à peu près ça. Est-ce que l'État va relancer une ligne budgétaire d'aide au transport? J'en sais rien.
Est-ce que le conseil départemental est en situation de nous aider comme il l'a fait dans le passé? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que la région, etc. Donc c'est tout ça qui est à travailler, et sur un calendrier qui n'est pas fixé. Enfin, les décisions seront prises, Alain, avant la fin du mandat pour une réalisation ultérieure. Oui, on démarre une étude sur les aspects que l'IFPAGES a posés, c'est-à-dire les tracés, les modes et le financement. L'idée étant, eh bien, comme tu l'as indiqué, d'être à peu près clair pour 2020, pour que l'équipe en 2020 puisse actionner et appuyer sur le bouton pour lancer les affaires. Yves a aussi parlé des bus électriques. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à ce genre de moyens de motorisation, puisqu'il y a une modification importante depuis l'année dernière sur la motorisation des bus. Pratiquement maintenant, dans les salons professionnels, on ne voit que des bus électriques ou des bus hybrides, de moins en moins de bus à thermique. Donc on est là aussi dans cette démarche de tester différents fournisseurs. Donc on a commencé avec Bolloré, donc de tester différents fournisseurs en cours de l'année 2018 pour voir un petit peu comment ça réagit par rapport au tracé brestois, parce qu'on a une ville qui est assez pentue, avec des montées et des descentes, mais surtout des montées. Et donc ça peut avoir une incidence sur la capacité des bus et sur l'autonomie. Bon, ça serait quand même dommage de demander aux passagers de descendre et de pousser sur le bus à un moment, ce qui serait comme un retour en arrière assez fulgurant. Donc on travaille là-dessus, et on s'est imposé quelque chose qui n'était pas obligatoire, parce que c'était obligatoire pour les villes de plus de 250 000 habitants. C'est qu'à partir de 2020, on remplace 50% de nos bus en bus électriques, et à partir de 2025, l'ensemble des bus seront, l'achat des bus se fera sur la motorisation électrique. Ok, on a fait le tour. Du coup, Yann, pour les questions Facebook. Oui, alors deux internautes ont posé quasiment... Non, ça ne s'affichera pas derrière. Ça s'affichera pas, d'accord. Deux internautes ont posé la question assez habituelle sur la sécurité, et on souhaitait que tu puisses revenir dessus, et notamment aussi sur les incivilités type déchets canins. Et la question se pose, puisque je me permets, le monde universitaire est là aussi, une question sur une piste de course à l'UBO. Voilà. C'était quoi la dernière question? Une piste de course à l'UBO. Une piste sportive. Course à pied, hein, je précise. Pas les 24 heures du Mans. Ah, mais c'est bien ça. Rénovation. Alors c'est une première. Les questions de sécurité, on a évoqué ça. Oui, je ne vais pas revenir sur cette question. Par contre, sur la question des incivilités, moi, ça me perturbe au plus haut point. Donc, la question portait précisément sur l'éjection canine, mais les incivilités sont quelque chose que l'on constate, et que les agents de quartier notamment constatent malheureusement tous les jours. On évoquait tout à l'heure la question du stationnement illégal. Mais la propreté de la ville, c'est d'abord l'affaire des Brestoises et des Brestois, des citoyens, des personnes qui viennent en ville. Moi, quand je vois des personnes, des fumeurs, jeter leurs mégots sur le trottoir, ou les propriétaires de chiens laisser leurs chiens faire leurs besoins sur le trottoir, c'est pas la faute de la ville, c'est pas la faute du maire, c'est la faute du citoyen qui n'a pas justement un comportement citoyen. Et imaginez qu'on mettra quelqu'un, un employé municipal qui ramassera, ou communautaire, métropolitain qui ramassera l'incivilité tout de suite dans la foulée, c'est quand même une fuite d'esprit. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur la schizophrénie du citoyen qui veut toujours plus de services publics et du contribuable qui veut toujours payer moins d'impôts. Donc voilà, et c'est quand même une particularité bien française, ces incivilités. Vous allez dans plein d'autres pays, c'est totalement irréaliste de voir
voir cela. Donc, moi, c'est un appel à la citoyenneté que je peux lancer. Soyez d'abord respectueux des lois et règlements. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, la collectivité fera le nécessaire. Mais le préalable, c'est quand même le comportement citoyen. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Madame Perron. Sur la piste. Ah oui, j'ai laissé passer la piste, Mathieu. Ah bah ouais. C'est un peu difficile de décrypter, parce que je l'ai vérifié, la question est quand même très quid d'une course d'une piste. Je pense que c'est la question de la piste du bouquin qui en effet vieillit un petit peu. Mais là, on s'est tourné vers l'État, puisque l'État nous a garanti que dans le cadre de la loi en cours, il y aurait des réflexions sur des investissements et des moyens pour mieux accueillir les étudiants à l'université. Vous savez que c'est un débat en ce moment. Donc j'ai demandé 500 000 euros à l'État dans ce cadre-là. J'espère que je les aurai et qu'on pourra inaugurer ça un jour. Voilà, c'est l'époque du Père Noël. À propos de, bonsoir, donc à propos de pistes d'athlétisme, on est bien heureux de vous accueillir au Petit Kerzu. Voilà, on a fait un très très bel investissement avec une piste qui peut accueillir les compétitions régionales et d'ailleurs pas mal d'étudiants qui viennent jouer avec le BUC pour pratiquer le rugby. Donc on sera très content de vous accueillir au Petit Kerzu. Voilà. Un investissement à 1 400 000 euros. Il faudra réserver les créneaux, Monsieur le Président, parce qu'ils sont demandés. Donc, Madame Perron. Oui, Monsieur le maire, un petit clin d'œil en passant. Lors du mandat 2001-2007, nous avions eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur le TCSP et j'avais pu vous faire part d'une interrogation que j'avais et que j'avais été vérifiée à Nantes sur le busway. Et quand même, ce que j'observe maintenant, c'est que votre choix s'est porté sur le rail.